courage de venir, de ne pas avoir eu peur. Vous savez, dans cette histoire-là, moi, ce qui me révulse le plus, c'est la passivité des Français. C'est hallucinant. Pourtant, le Français a la réputation d'être un peuple de rouspéteurs, etc., ce qui n'est pas nécessairement une qualité, parce que rouspéter sans faire, ça ne sert à rien. Ils se défoulent et c'est tout. Mais même pas ça. Ils sont passifs, ils avalent tout. C'est pour ça, je vous demanderai, c'est la tactique que j'utilise toujours quand je vais dans un commerce quelconque, la moindre occasion pour embarquer le sujet, et j'y vais. Sur le thème, vous ne trouvez pas tout de même qu'on nous raconte des histoires? C'est ce que j'ai dit dans le bus. Alors, la personne souvent, oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Et vous commencez à expliquer. Ah, mais vous ne trouvez pas tout de même c'est très commode pour M. Macron, parce que, en fait, il a la paix maintenant, il n'y a plus de manif. Ah oui, c'est vrai, monsieur. Ah oui, je n'avais pas pensé. Non, mais vous voyez, c'est comme ça. Insuffler le doute. Insuffler le doute. Constamment. Ne perdez jamais une occasion. On fait en sens contraire ce que les révolutionnaires ont fait. Et j'ai déjà raconté, je suis hors conférence pour l'instant, une chose que je rappelle très souvent, c'était la tactique qu'ils avaient, une des tactiques. Ils allaient par groupe de deux. L'un qui était censé défendre la monarchie et l'autre qui était censé défendre les idées nouvelles. Alors ils allaient de lieu public en lieu public, de bistrot en bistrot, ils commençaient leur petit cinéma. Le défenseur des idées nouvelles, de la révolution, etc., racontait sa salade. Le soi-disant monarchiste faisait semblant de s'opposer. Et puis à un moment donné, face à l'autre, il disait « Ah mais oui, c'est vrai, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça. » Et hop, ils allaient ailleurs, ils recommençaient le cinéma. Donc voilà, c'est comme ça que les gens ont été travaillés. Donc nous devons à notre tour insuffler le doute. Et on a suffisamment d'éléments en main pour pouvoir insuffler le doute. Et je crois que je vous donne suffisamment de munitions pour ça. Donc c'est à vous de jouer. On n'y arrivera que à force de montrer aux Français qu'on se moque d'eux, nous devons les exaspérer, nous devons les indigner. En espérant que d'un jour, quand même, ils finiront par se révolter. Voilà. Bon, alors, je répète, merci à vous d'avoir bravé la terreur. C'est pas la terreur de 93, mais ne vous en faites pas, ça va venir si on continue comme ça. Bon, donc vous connaissez le titre du jour, le rôle du Eretz Israël dans le plan mondialiste messianique. Lorsque l'on aborde le problème du mondialisme et de ses conséquences, il faut toujours remonter à la cause première. Vous savez que moi, c'est ma formation médicale. Quand j'étais en exercice, que j'avais une pathologie devant moi, je ne me contentais pas de donner de l'aspirine, etc. On disait « Ah oui, oh, je vous plains, vous avez mal à la tête. Ah oui, c'est pas bien ça. Je vais vous donner quelque chose, comme ça vous aurez moins mal à la tête. » Non, j'essayais de remonter la cause. Et pourquoi ce malheureux a mal à la tête? Et parfois, c'était une tumeur cérébrale. Il fallait opérer. Et que j'opérais. Donc, de grâce, dans votre démarche autour de vous, constamment amener les gens à remonter à la cause. Pourquoi en sommes-nous là? Et alors justement, dans ces démarches, je voudrais rappeler à nouveau que l'origine du complot mondialiste messianique ne peut se comprendre si l'on ne remonte pas à l'événement majeur de l'humanité, mais qui était aussi celui du peuple juif. Je me répète, je regrette beaucoup, mais c'est le point de départ de tout, aujourd'hui. C'est la venue du Christ et le refus des grands prêtres du judaïsme
de le reconnaître comme le Messie annoncé, car son message ne leur apportait pas la domination sur le monde qu'ils en escomptaient. Tout est là. Qu'on soit croyant ou pas croyant, tout est là si on veut comprendre la raison du pourquoi d'aujourd'hui. Ce rejet du Sanhédrin a impliqué que le dit peuple élu cessait par sa propre volonté de l'être, trahissant ainsi la promesse de l'ancienne alliance, d'où la nécessité devant ce fait de la nouvelle alliance avec tous ceux qui acceptaient le message du Christ. Ainsi, le Nouveau Testament abolit l'Ancien Testament. C'est de ce rejet du Christ qu'allait émerger dans les hautes sphères du judaïsme la notion selon laquelle désormais c'était le peuple juif lui-même qui devenait son propre Messie et celui de l'humanité par la même occasion, d'où sa volonté de diriger le monde, d'où le mondialisme messianique. Oui, c'est d'une simplicité, on peut dire biblique. C'est aussi simple que cela. Donc, de cet orgueil, de cette paranoïa, allait découler la crucifixion, l'utilisation de l'islam par l'influence judaïque sur Mahomet comme arme contre le christianisme qui commençait à émerger. Et puis, bien entendu, la montée en puissance pendant des siècles de la puissance d'abord économique, puis politique du monde juif. Dans sa quête du pouvoir, le judaïsme allait de génération en génération susciter attentats, guerres, révolutions, dont la dite révolution dite française, et la révolution bolchevique de 1917, qui toutes deux portent la marque de l'action révolutionnaire juive. Depuis la révolution dite française, chaque conflit aura servi à saigner les nations européennes par les guerres notamment napoléoniennes, suivies de la Première, puis de la Seconde Guerre mondiale, pour les affaiblir au profit de la montée en puissance du plan messianique. La destruction des empires coloniaux suivra, entraînant la paupérisation des populations autochtones, dont l'immigration-invasion, que nous subissons toujours, poussée par l'intelligentsia juive pour nous détruire, qui aggrave encore plus la situation des nations européennes. Et puis, il y en a eu d'autres, plus localisés, qui suivront, toujours dans le but de déstabiliser les grands ensembles, notamment l'ex-Yougoslavie, qui avait réussi à fédérer les Balkans, que grâce aux bras armés américains, ils ont réussi à faire éclater. Les guerres du Moyen-Orient, toujours dans la même optique, faire éclater les puissances musulmanes locales en entités plus faibles, de façon à permettre le développement du Eretz Israël, le Grand Israël. Donc vous voyez, mon idée directrice dans le titre, qui est indiquée dans le titre, je vais commencer à vous le dévoiler maintenant. C'est dans cette vision messianique qu'en décembre 1981, Ariel Sharon, qui était alors Premier ministre d'Israël, annonçait
je cite, « Dans les années qui viennent, la sphère des intérêts stratégiques d'Israël ne s'étendra pas seulement aux pays de la Méditerranée, mais elle doit s'étendre à l'Iran, au Pakistan, au Golfe, à l'Afrique, à la Turquie. » Vous trouvez ça dans le livre de Bernard Granotier, « Israël, cause de la Troisième Guerre mondiale ». En mai 1993, il récidivait et a annoncé à la convention de son parti, le Likoud, je cite, « Israël doit fonder sa politique officielle sur la notion des frontières bibliques. » Cette utopie, cette fable des frontières bibliques annonçait déjà la politique d'annexion de la Palestine et l'élimination des Palestiniens par tous les moyens. D'où la déclaration en 1982 d'Oded Yinion, je cite, « La décomposition du Liban. » Du Liban. Vous voyez l'actualité aujourd'hui. En 5 provinces, préfigure le sort qui attend le monde arabe tout entier, dont l'Égypte, la Syrie, l'Irak et toute la péninsule arabe. La désintégration de la Syrie et de l'Irak en provinces ethniquement ou religieusement homogènes, comme au Liban, est l'objectif prioritaire d'Israël sur son front Est. À court terme, l'objectif est la dissolution militaire de ces États. Donc, le but est toujours le même, aussi évident, avoir des structures beaucoup plus faibles face à la puissance israélienne pour instaurer le Grand Israël. Donc, la guerre en Syrie et les événements tragiques du 5 août à Beyrouth sont la parfaite démonstration de cette politique. De son côté, le journal Al-Aram du 5 au 11 novembre 2009 soulignait la déclaration du ministre israélien Avi Dichter. Je cite, « La déstabilisation du Soudan est un objectif stratégique pour Israël. Un Soudan stable et fort renforcerait les Arabes et leur sécurité nationale. » Et c'est pour ça que depuis des années, le Soudan se débat dans une guerre civile sans fin, parce que alimenté par Israël. Ainsi, l'implication américano-sioniste dans les guerres civiles de déstabilisation est patente. Elle tend à instaurer le Grand Israël, le Eretz Israël, à l'aide du bras armé américain, entre les mains des ce qu'on appelle les néoconservateurs américains, sionistes, qui appuient Israël en vue de redessiner le Moyen-Orient à son profit, comme l'avait annoncé Ariel Sharon. Et ça, c'est une citation du Monde, du journal Le Monde, du 20-21 septembre 2001. Donc vous voyez, tout ça est référencé étape par étape. Je n'invente rien, je donne toujours les sources pour appuyer ce que je dis. Alors comment s'étonner de cela, alors que devant un parterre de hauts responsables juifs, le 21 mai 2013, à Washington, Joe Biden, qui va être le candidat démocrate aux prochaines présidentielles américaines, avait déclaré « Le fait est que l'héritage juif, la culture juive, les valeurs juives sont une part essentielle de ce que nous sommes. On doit dire en toute honnêteté que l'héritage américain est en fait juif. » Que voulez-vous de mieux qu'une démonstration? Et Biden évoquait aussi le rôle des Juifs dans la jurisprudence américaine, dont 7 juges à la Cour suprême, Brandeis, Fortes,
Frankfurter, Cardozo, Ginsberg, Breyer, Kagan. Tous étaient juifs, ainsi que 3 des 9 juges à la Cour suprême et le président de la Federal Reserve à cette époque-là, les maires de New York, de Los Angeles et Chicago. Biden faisait aussi allusion au rôle de juifs tels Jacques Greenberg et Betty Friedman dans l'évolution des mentalités sur la question raciale, la place des femmes dans la société, le droit des homosexuels et sur l'immigration. Comme en France, la destruction de la société blanche, chrétienne. Alors, si l'emprise juive est majeure aujourd'hui dans la vie des Américains, elle est reconnue aussi ouvertement comme telle dans les médias. Et ça, c'est très intéressant à relever, c'est que la déclaration de Biden a mis très mal à l'aise les entités juives aux États-Unis. Car beaucoup des entités juives étaient inquiètes des louanges publiques de Joe Biden qui révélaient ainsi leur poids sur la vie et la politique américaine. Et voilà pourquoi cette citation de Biden est très intéressante à citer, parce qu'elle révèle ce que sont les États-Unis aujourd'hui et démontre que les États-Unis ne sont plus une nation blanche et chrétienne, même protestante, mais une société juive à part entière. Preuve du soutien des États-Unis à Israël. Un certain nombre de déclarations de personnalités israéliennes parfaitement claires quant à leur intention d'éliminer de leurs terres les Palestiniens par tous les moyens, sans que la conscience internationale, donc américaine, ne s'émeuve. Je vais donc vous donner un certain nombre de citations. Vladimir Jabotinsky. Alors Jabotinsky, petit rappel, est le fondateur des organisations terroristes sionistes. Voilà ce qu'il disait. Les Arabes de Palestine n'abandonneront pas leur souveraineté sans l'usage de la violence. J'ai la citation. D'ailleurs, j'ai l'intention d'éditer en DVD cette conférence. Bon, ça sera normalement, évidemment, sur YouTube, sauf si elle est rapidement sabotée. Donc, de toute façon, vous aurez le document. Theodor Herzl, le fondateur de l'Organisation sioniste mondiale, le 12 juin 1893, recommandait de chasser les Arabes au-delà de la frontière en lui refusant du travail. David Ben-Gourion, 1937, futur ministre d'Israël, nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. Moshe Dayan, ministre israélien de la Défense et des Affaires étrangères, le 12 février 1952, à Kol Israël. Kol Israël, c'est la radio israélienne. Il revient à l'armée israélienne de poursuivre le combat avec l'objectif ultime qui est la création de l'Empire israélien. Moshe Dayan à nouveau, dans le journal Haaretz du 4 avril 1969. Des villages juifs ont été construits à la place des villages arabes. Vous ne connaissez pas le nom de ces villages, car les livres de géographie n'existent plus. Donc voilà, comme dans le modèle soviétique, on supprime la mémoire des nations.
et notamment de la nation palestinienne. Golda Meir, Premier ministre d'Israël, déclarait le 8 mars 1969 « Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ? Il n'y a jamais rien eu de tel, puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. » On se frotte les yeux. On essaye de se déboucher les oreilles en disant « c'est pas possible, j'ai mal entendu ». C'est la négation d'une réalité. Voilà quelle est la chutzpah juive. Vous savez ce que ça veut dire, le culot. Joseph Weitz, directeur du Fonds national juif en 1973. La seule solution, c'est Eretz Israël, sans les Arabes. Nous ne devons pas laisser un seul village, pas une seule tribu. Israël Koenig, dans le Koenig Memorandum de 1976. Nous devons utiliser la terreur, les assassinats, l'intimidation, la confiscation des terres et l'arrêt de tous les programmes sociaux afin de débarrasser la Galilée de sa population arabe. La terreur, les assassinats, vous avez bien entendu. Raphaël Eitan, chef d'état-major des forces de défense israéliennes, dont le Mossad bien entendu, dans le journal israélien de Yediot Ahronoth, le 13 avril 1983, repris dans le New York Times un peu plus tard, le 14 avril 1983. Oui, ça s'est suivi. Nous déclarons ouvertement que les Arabes n'ont aucun droit de s'établir sur ne serait-ce qu'un seul centimètre du Grand Israël. La force est l'unique chose qu'ils comprennent. Nous devons utiliser la force absolue jusqu'à ce que les Palestiniens viennent ramper devant nous. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes que de tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Heilbronn, maire de Tel Aviv, en octobre 87. Nous devons tuer tous les Palestiniens à moins qu'ils ne soient résignés à vivre en tant qu'esclaves. Yitzhak Shamir, Premier ministre israélien le 1er avril 1988. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Et pour couronner ces citations, deux autres d'Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël de 2001 à 2006, cités dans Le Parisien. Écoutez bien. Je jure que si j'étais juste un civil israélien et que je rencontre un Palestinien, je le brûlerai et je le ferai souffrir avant de le tuer. J'ai tué 750 Palestiniens d'un seul coup à Rafah en 1956. Je voulais encourager mes soldats à violer les filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs. Et nous leur faisons de toute façon ce que nous voulons, et personne ne nous dit ce que nous devons faire, mais nous disons aux autres ce qu'ils doivent faire. Je ne connais pas cette chose appelée principes internationaux.
Je jure que je brûlerai tout enfant palestinien qui sera né dans ce secteur. La femme palestinienne et son enfant est plus dangereuse que l'homme parce que l'existence des enfants palestiniens implique que des générations continueront, mais l'homme cause un danger plus limité. Vous avez bien intériorisé ces déclarations? Tel était cet Ariel Sharon que le Maran Serge de Beketch prenait en exemple lors de l'une de mes dernières participations à son émission à Radio Courtoisie. Devant mes critiques envers les crimes d'Israël et notamment d'Ariel Sharon, il m'avait répondu, et il ne plaisantait pas, c'est un homme comme lui qu'il nous faudrait. Je rappelle cela à tous ceux qui me critiquent au sujet de ce que j'ai dit et redit à propos de Beketch et de tous ceux qui continuent de l'admirer. En outre, devant sa prétention de m'interdire de dénoncer la gnose des abbés de Tannhäuser et Sellier, la nouvelle droite d'Alain de Benoît et le très maçonnique club de l'horloge d'Henri de Lesquen, j'avais cessé de collaborer à sa revue et à son émission de Radio Courtoisie. Et cet homme, je parle de Beketch, a osé dire qu'il m'avait invité quelquefois par pitié à son émission. J'ai toujours les enregistrements. J'ai été invité pendant presque 2 ans. Donc c'est un menteur. Et il est d'autant plus mal à l'aise que j'avais révélé que son nom Beketch, le nom Beketch est un mot hébraïque qui veut dire longue redingote. C'est dans mon livre Longue redingote. C'est dans mon livre La maçonnerie. Et c'est dans un extrait de la Bible traduit en anglais. Je donne le facsimilé, d'ailleurs vous l'avez. Donc vous voyez très bien dans le facsimilé, Beketch, et la petite note en bas, longue redingote. Il n'a jamais pu répondre à ça. Donc vous voyez, c'est comme ça que je tiens à la gorge tous ceux que je dénonce. Parce que je les tiens par leur propre déclaration et parce que l'on peut découvrir de leur appartenance. Et là, ils sont incapables de répondre. Si j'avais menti là-dessus, pourquoi est-ce que Beketch n'a pas traité de menteur publiquement en disant « pas du tout, regardez ma généalogie, je suis un bon catho ». Ouais. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut agir. Tenir ce que l'on peut appeler trivialement les faux culs, de façon à ouvrir les yeux aux naïfs qui n'ont pas encore compris l'entrisme de ces gens-là dans nos milieux. Et cette histoire-là a été à l'origine de la fable que les Beketch, les Bernard Anthony, les Henri de Lesquen ont montée, m'attribuant une mère musulmane au prétexte qu'elle était née au Caire. Alors, je rappellerai, petite parenthèse, que M. Henri de Lesquen, Duplessis-Casso, Médina et Sade, puisqu'il descend aussi du marquis de Sade, c'est dans Wikipédia. Ce sont eux qui ont lancé cette fable me concernant, parce que je les dérangeais par mes critiques sur leur sionisme et leur appartenance, leurs origines. Or, je rappellerai quand même que M. Henri de Lesquen de Machin Chouette de Trucmuche, que le dernier ferme la porte, comme disait Victor Hugo, est né à Rabat. Donc, il est marocain. Il est musulman. Ah bon? Non. Il faut être sérieux quand même.
Et voilà, au lieu de me répondre argument contre argument en disant « mais vous êtes un menteur, c'est pas vrai, ceci et cela pour telle et telle raison », non, l'insulte. Parce que dans leurs mots, dans leur conception, me traiter de musulman, c'est une insulte. Je dois dire que je connais un certain nombre de musulmans qui valent mieux que certains dits français. Je ferme la parenthèse. Donc vous comprenez qu'avec de pareils mentors à cette époque-là, un certain Éric Moïse Zemmour ait autant de succès dans nos milieux aujourd'hui pour inciter ce brave crétin de chrétien à s'unir aux intérêts juifs. Parce que, ah oui, mais c'est embêtant ça. On a fait venir les musulmans, enfin l'immigration, pour détruire la France chrétienne. Ah oui, mais c'est embêtant parce que tout de même, cette masse musulmane devient de plus en plus antisémite. Ah oui, pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus antisémite? Est-ce que ce ne serait pas à cause de toutes ces déclarations d'entité juive à propos des Palestiniens? Ils ne sont pas idiots, ils savent très bien ce que ces gens-là disent. Donc ça n'améliore pas du tout la conception plus ou moins amicale que certains pouvaient entretenir avec le monde juif. Ils découvrent que le monde juif les déteste tout aussi bien que nous chrétiens. Alors maintenant qu'ils ont peur, ah oui, mais ils aimeraient bien avoir les petits chrétiens de leur côté. Et cela avec l'aide de gens prétendument antisémites, genre un Hervé Ryssen, que j'avais continué de clouer au pilori, parce que ces insultes ne me touchent absolument pas, et je tiens à le rendre de plus en plus furieux, comme le fait un toréador avec la muleta, agitant le petit drapeau rouge pour le faire foncer, et éventuellement le mettre à mort après. Alors c'est bien amusant, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière déclaration, à chaque fois que je le provoque, il s'enfonce encore un peu plus. Mais qu'il continue, je fais tout pour ça justement, il ne comprend pas, il est tellement bête qu'il ne comprend pas. Bon, allez, revenons au sujet principal. Hein. Arrêtons de plaisanter, pas tout à fait de la plaisanterie, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, que les États-Unis acceptent, sans recourir à la morale internationale dont on nous casse les oreilles à tout bout de champ, acceptent sans rechigner toutes ces déclarations de hauts responsables juifs parlant des Palestiniens, c'est une infamie. L'Occident chrétien, par sa collaboration avec le sionisme, montre son aplatissement devant le judaïsme, et il ne faut pas s'étonner de la haine montante des musulmans face à nous, que les juifs essayent d'utiliser. Et le problème pour eux, c'est que ça leur retombe aussi sur la figure. Et c'est ça qui est très amusant et très réjouissant. Et alors, cette pénétration dans nos milieux, par ces thèses, donc je vous ai exposé quelle était la raison première de ce philosémitisme dans nos milieux avec les positions de Serge de Beketch, de Bernard Anthony, d'Henri de Lesquen. Je voudrais vous rappeler, encore une fois, que les thèses sionistes dans le milieu se développent de plus en plus. Rappelez-vous le nombre de librairies dites catholiques traditionnalistes qui plus eux,
qui ont invité Zemmour à faire des séances de dédicaces dans leur librairie. La diffusion de la pensée française de messieurs Jean Auguy et François-Xavier d'Hautefeuille, et la librairie du Ken à Paris qui est leur antenne. La librairie Notre-Dame de France de la Fraternité Saint-Pie-X. La librairie française de Thibaut de Chassé de la même tendance. Lire en famille, alors là c'est un petit peu différent, c'est une entreprise sioniste des époux Lundy et d'Anne Brassier, très proche d'ailleurs de Bernard Antony. Et puis Renaissance catholique de Jean-Pierre Mogendre. Tous se sont précipités pour vendre ou accueillir pour des séances de dédicaces dans leurs locaux. Éric Zemmour. Vous savez, l'individu qui vous dit que de tout temps, Israël et la France, ça a été la même chose. Il oublie un tout petit peu, quand même, un détail bien sûr, le nombre de fois que les rois de France ont été obligés de les mettre à la porte. Ou encore de nous dire « Saint-Louis, le roi juif ». Non mais, il y a un problème. Il y a non seulement le problème juif, puis il y a le problème chrétien-catholique. Alors, est-ce que j'ai du cul, moi ? Ou bien, est-ce qu'on a les preuves en main pour pouvoir juger ? Et tout cela, parce que très adroitement, ces milieux sionistes instrumentent la peur de l'islam auprès de ces communautés chrétiennes qui ne font pas attention que cet islam, par l'immigration qui nous est imposée, ce sont les hautes instances juives qui l'imposent. C'est l'intelligentsia juive. Alors, moi je veux bien que M. Zemmour, à la limite on pourrait le comprendre, mais si on serait tenté de croire qu'il est honnête, ben on devrait attendre de lui qu'il condamne les instances juives, ce qu'on appelle l'intelligentsia juive, qui poussent toujours à l'immigration sans arrêt. Vous savez que tous les jours, chaque année, on compte en moyenne, officiellement, entre 100 et 150 000 migrants nouveaux entrant en France. Pourquoi est-ce que M. Zemmour ne condamne pas ces instances juives qui poussent à cette immigration-invasion? Ah, c'est curieux. Hervé Ryssen n'a pas pensé à lui poser la question. Aussi, je vous pose la question. Comment combattre l'ennemi si on lui offre une tribune pour mieux manipuler les chrétiens? Et donc, telle est la responsabilité de ces structures prétendument catholiques traditionnalistes. Ce sont des boutiquiers soumis et à courte vue. Certains, par crainte de se faire traiter d'antisémites, opposent bien inconsidérément judaïsme et sionisme, alors qu'il s'agit des deux faces de la même chose qui est le mondialisme messianique. Et il suffit de voir un certain nombre de déclarations que je vais rappeler, j'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais il est bon tout de même de rappeler les choses. Et qui montre bien l'obsession juive messianique et qui nous fait palper le degré de haine de ces gens-là envers ce que nous sommes.
citation qui est assez connue, celle d'Edmond Rothschild. Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. Ah oui, et pour Israël aussi? Non. Bernard-Henri Lévy. Bravo tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du traditionnalisme cocardier, du terroir, des binious et des folklores. Là encore, même réflexion. Et pour Israël? Georges-Marc Benamou, tout ce qui est terroir, béret, bourré, biniou, tiens c'est curieux, c'est du copier-coller ça. Bref, franchouillard et cocardier, nous êtes étrangers, voire odieux. Même constatation là encore. Pierre Berger, le mécène des publications gays, affirmait « La patrie est le mot qui nous est le plus odieux ». Pour Israël aussi? Et pour terminer, cette déclaration de Jean Kahn, président du Congrès juif européen, qui démontre que pour eux, juifs français, seul compte le judaïsme et Israël. Je cite. « Mon parti politique, c'est le peuple juif, et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis est puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. » Ça a été publié dans Tribune juive d'avril 1996. Je regrette beaucoup, ce sont des citations que j'ai déjà faites, mais vous comprenez tout de même la nécessité de citer, dans le cadre de cette conférence, ce genre de déclaration. Donc, difficile de mieux hériter sa haine envers le pays qui l'accueille. L'obsession messianique juive et leur haine des autres peuples est patente encore plus dans ce texte de la publication juive américaine The American Hebrew de 10 septembre 1920. Je cite. « La révolution bolchevique en Russie a été l'œuvre de cerveaux juifs, de l'insatisfaction juive, de la planification juive dont le but est de créer un nouvel ordre dans le monde. Un nouvel ordre dans le monde. Ça a été dit en 1920. C'est ce qui a été accompli d'une manière si excellente en Russie grâce au cerveau juif et à cause de l'insatisfaction juive et à la planification juive, deviendra également, grâce aux mêmes forces mentales et physiques juives, une réalité partout dans le monde. Et il y a de curieuses personnes qui osent dire qu'il n'y a pas de complot. On en a parlé ce matin lors de notre dernier entretien. On a parlé d'un certain Abosite, de Lesquin, il y en a d'autres encore. Ils viennent vous dire comme ça, tout tard, mais non, il n'y a pas de complot. Alors, comment se fait-il que je trouve des textes qui le démontrent et eux ne le voient pas? Alors, ou bien ce sont des paresseux qui ne creusent pas alors qu'ils pérorent sur tout et n'importe quoi, ou bien ils se complices. On retrouve encore leur projet messianique dans ce texte fondamental du British Israel, que là encore je vais citer, mais il est tellement beau qu'il faut que je le cite dans le cadre de cette conférence. C'était dans leur organe de National Messenger en 1933. La Grande-Bretagne et ses dominions autonomes avec la République américaine et les Juifs constituent toute la race d'Israël. Donc la Grande-Bretagne,
et ses dominions autonomes et la République américaine. Donc tout le monde anglo-saxon, avec les Juifs, constitue toute la race d'Israël. Et ça rejoint la déclaration de Joe Biden. C'est elle qui doit instaurer un gouvernement mondial appelé dans les Écritures le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Tout est là. Tout est là. On touche du doigt à ce qu'est le mondialisme messianique juif. Voilà pourquoi il faut retenir et faire connaître cette déclaration, parce qu'elle résume toute la situation du problème que l'on a avec cette paranoïa du messianisme juif. Et puis un autre texte, tout aussi annonciateur de la dictature messianique, celui d'Adolphe Isaac Crémieux, celui du fameux décret. Je cite: « L'union que nous désirons fonder ne sera plus une union française, anglaise, irlandaise ou allemande, mais une union juive universelle. D'autres peuples et races sont divisés en nationalités. Nous seuls n'avons pas de concitoyens, mais uniquement des coreligionnaires. Notre nationalité, c'est la religion de nos pères, et nous ne reconnaissons aucune autre nationalité. » Alors, évidemment, il faut bien voir que ce texte a été écrit avant la constitution de l'État d'Israël. Il ne dirait pas la même chose aujourd'hui. Mais en tout cas, l'idée est tout de même très intéressante. Et il poursuivait. L'enseignement juif doit s'étendre à toute la terre. Israélites, quelque part, que le destin vous conduise dispersés, comme vous l'êtes sur toute la terre, vous devez toujours vous regarder comme faisant partie du peuple élu. Le catholicisme, notre ennemi de tout temps, gît dans la poussière, mortellement frappé à la tête. Le filet qu'Israël jette actuellement sur le globe terrestre s'élargit et s'étend, et les graves prophéties de nos livres saints vont enfin se réaliser. Le temps est proche où Jérusalem va devenir la maison de prière pour toutes les nations et tous les peuples, où la bannière du Dieu unique d'Israël sera déployée et hissée sur les rivages les plus lointains. Mettons à profit les occasions. Notre puissance est immense. Apprenons à adapter cette puissance à notre cause. Le jour n'est pas éloigné où toutes les richesses, trésors de la terre deviendront la propriété des enfants d'Israël. Alors, il y a deux choses à remarquer dans ce texte. La première annotation à propos de Jérusalem. J'en parlerai vers la fin de la conférence, vous verrez la liaison avec une déclaration de Jacques Attali. Et la deuxième phrase à propos des richesses, toutes les richesses du monde des nations, c'est quasiment le copier-coller de ce qu'a écrit Baruch Lévi dans sa lettre à Karl Marx, que j'ai déjà citée. Donc vous voyez, c'est pas un seul. Toutes ces entités juives, tous ces hauts dignitaires du judaïsme international disent quasiment la même chose, annoncent la même chose. Mais il n'y a pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. Et puis, il faut rappeler
cet autre texte d'Itzhak Atia, directeur des séminaires francophones à l'Institut Yad Vashem. J'en ai déjà parlé, mais là encore, c'est fondamental de le rappeler. Et qui confirme que le combat que mène le judaïsme international en vue de sa conquête mondiale messianique. Je cite. Même si notre raison nous crie de toutes ses forces l'absurdité de ce face-à-face entre un tout petit peuple aussi insignifiant que le peuple d'Israël et le reste de l'humanité, aussi absurde, aussi incohérent, aussi monstrueux que cela puisse paraître, nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations, qui ne peut être que génocidaire et total. Génocidaire et total. Ainsi, n'ayant pas eu le Messie qu'ils attendaient pour leur donner le pouvoir sur le monde, on retrouve quasiment à l'identique chez leurs principaux auteurs, ce que je viens de citer, et chez nombre de rabbins tels Joseph Touitou, Aaron Chaya, et chez nombre d'hommes politiques israéliens. C'est la même paranoïa messianique. Et alors, bien sûr, comme pour les protocoles de sages de science, vous savez très bien que la seule réponse que ces gens-là trouvent, c'est de dire c'est un faux. Ah bon? Ah bon, c'est un faux. Ah bon, mais la déclaration d'un tel, d'un tel, d'un tel, d'un tel, tout ça, ce sont des faux. Ça fait tout de même beaucoup de faux quand même, non? Or, je regrette beaucoup, petit détail en passant, c'est que la fameuse déclaration de Baruch Lévi dans sa lettre à Karl Marx, qui a été publiée dans la Revue de Paris bénéficiait des subsides des Rothschild. Ah non, mais c'est un faux. Ainsi, et si l'on ne veut pas voir la réalité de cette paranoïa du mondialisme messianique, qui d'époque en époque bouleverse le monde, fomente meurtre, guerre, révolution, alors évidemment, comme certains voudraient le faire accroître, il n'y a pas de complot. Dormez tranquille. Comme je l'ai fait remarquer dans l'un de mes derniers éditoriaux de la politique, nous sommes passés de la terreur terroriste à la terreur sanitaire, organisée autour de l'épidémie du coronavirus, tellement pratique. Si la terreur terroriste a permis au pouvoir de réduire la liberté des citoyens sous prétexte de les protéger du terrorisme prétendument islamique, mais en fait des crimes d'État comme je l'ai démontré à plusieurs reprises, aujourd'hui la terreur sanitaire, inculquée aux masses, est autrement plus efficace encore, mais l'un n'empêche pas l'autre. D'où le texte annonciateur de Jacques Attali de ce qui allait être fait pour y parvenir. Là aussi, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est absolument essentiel de revenir dessus, et je vous prie de faire connaître ce texte autour de vous, car tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de là. C'était dans l'Express du 11 juin 2009, donc il y a 11 ans. Ça avait été repris par Wikistrike le 15 mai 2020, donc tout dernièrement. Et Attali annoncé. Je cite. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a peur.
Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors, beaucoup plus vite que ne l'aurait permis une seule raison économique, à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. 2009. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significative que quand elle a peur. Une pandémie mondiale. Tout est là. Tout ce que nous vivons aujourd'hui découle de ce qu'annonçait Jacques Attali. Ils ont travaillé à cela jusqu'à aujourd'hui. Donc, là où le crash financier de 2008 n'avait pas réussi à créer cette peur, la peur sanitaire de cette soi-disant pandémie, regardez les Français autour de vous, des gens paniqués sans le moindre esprit critique. Et Jacques Attali n'était pas le seul à le dire, et d'ailleurs, curieusement, la même année, son coreligionnaire Alexandre Adler, dans son livre « Comment sera le monde de demain ?», annonçait le même projet et annonçait en plus qu'il en résulterait des centaines de milliers de morts. Voilà à quoi ces gens sont prêts pour obtenir ce qu'ils veulent, la création de leur gouvernement mondial. Alors, certes, on pourrait m'objecter, mais quel rapport entre la recherche éperdue du Grand Israël et la démarche du complot mondialiste en vue de l'instauration du nouvel ordre mondial? Ça semble contradictoire. L'une apparaît comme une démarche nationaliste et l'autre comme un projet mondialiste. Eh bien, pour bien en saisir le lien et parfaire la compréhension du projet messianique, il faut non seulement se reporter à la déclaration de Jacques Attali dans l'Express du 11 juin 2009 que je viens de citer, mais aussi à sa déclaration sur la chaîne Public Sénat du 19 mars 2020, 17 mars 2020, donc c'est tout récent, qui la complète et qui en donne toute sa signification. On peut imaginer et rêver d'une Jérusalem devenant capitale de la planète. Vous vous rappelez le texte que j'ai cité précédemment, l'un de ces auteurs juifs, qui parlait justement déjà de Jérusalem, capitale du monde. Ce serait un joli lieu pour un gouvernement mondial, terminé Jacques Attali. Donc vous voyez, la liaison entre le Eretz Israël, avec bien entendu la capitale Jérusalem, et le plan de gouvernance mondiale de la paranoïa messianique juive. Les deux se rejoignent, les deux se complètent. L'un a besoin de l'autre. Donc, il ne faut jamais prendre à la légère les propos de Jacques Attali. C'est un élément fondamental du complot contre les peuples et les nations en vue de leur paranoïa. Petit rappel, il a tout de même été le conseiller politique des présidents de la République depuis au moins François Mitterrand. Tous l'ont été jusqu'à aujourd'hui avec Macron. Je voudrais rappeler une petite caractéristique sympathique de cet homme. On parle de Jacques Attali, qui dans les années 80 avait annoncé, je cite,
que dès que l'homme dépasse les 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. La logique socialiste, c'est la liberté, et la liberté fondamentale, c'est le suicide. L'euthanasie deviendra un instrument essentiel de gouvernement. Vous voyez, tous ces textes, je ne les cite pas par hasard, c'est qu'ils montrent l'ensemble de ce qu'est ce complot. Alors, soulignons quand même un petit peu en passant que né le 1er novembre 1943, M. Jacques Attali n'a toujours pas donné l'exemple. C'est ce que j'ai dit. Mais son frère est mort. C'est bon, c'est la vieille formule, faites ce que je dis parce que je fais. Alors ne trouvez-vous pas curieux, à l'abri de cette déclaration qu'il faisait à cette époque-là, ne trouvez-vous pas curieux quand on a appris l'hécatombe de nos vieux dans les EHPAD? Ah, comme c'est curieux! Puis, pour terminer, pas tout à fait, tout de suite, j'ai encore quelque chose à dire, mais enfin, une des dernières citations que j'ai déjà faites de Joseph Touitou dans sa vidéo du 1er juillet 2015, que vous trouvez sur Internet, qui disait « Le Machia, c'est-à-dire leur Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. » Donc, comme disait Yitzhak Atia, hein, c'est un combat génocidaire. Et il poursuivait, à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde entre l'Occident et l'Orient. Ils ne le voudront pas, mais nous les forcerons à le faire, même si nous devons les traîner par les cheveux pour les forcer, et ce sera le triomphe d'Israël. Est-ce que cela ne vous rappelle pas la métaphore des trois coqs? Vous vous rappelez? Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Ils disent et redisent toujours les mêmes choses. Eh bien, je regrette beaucoup, mais moi aussi, je redis toujours la même chose sur base de leur texte. Alors, je voudrais aussi vous attirer l'attention sur un autre personnage très intéressant, Maître Gilles William Goldnadel. Issu, selon Wikipédia, d'une famille juive russe et communiste. Ah, mais c'est curieux qu'il collabore actuellement au Figaro, le journal des bien-pensants, avec Éric Zemmour aussi. Ah, mais c'est curieux, ça. Il est chroniqueur à Radio Juive et aussi à Boulevard Voltaire, de ce bon Robert Ménard, suppositionniste. Il est président de France Israël et il fut influent au sein de l'UMP puis du CNIP, c'est-à-dire le Centre national des indépendants paysans. Voilà leur mentor. Comme on dit vulgairement, plus con que ça, tu meurs. Je navré d'être trivial comme ça, mais ça coule de source. Donc, avec Éric Moïse Zemmour, il fait le bonheur des bien-pensants du Figaro et fait ainsi partie des juifs qui font de l'entrisme dans nos milieux. Il est le pendant en France du courant néoconservateur juif américain
Et il est totalement dans la ligne de la stratégie d'Éric Moïse Zemmour, notamment par sa fameuse déclaration « Il faut embarquer les chrétiens dans notre guerre contre le monde musulman afin que triomphe la démocratie sur toute la terre. » Alors, cette citation est absolument remarquable et pleine de sens, parce qu'elle démontre justement que le fruit de la dite Révolution française, qui a été la création de cette démocratie inorganique qui nous gouverne, est propice au développement de leur puissance. Parce qu'ils tiennent la presse et que par la presse, ils formatent l'esprit des citoyens. Vous voyez comment tout s'enchaîne, c'est une logique implacable. Et vous comprenez, je me répète encore, vous comprenez pourquoi on ne peut me répondre que par des insultes ou par le silence. Donc, telle aurait été l'utilité pour les Juifs de la fausse démocratie inorganique issue de la Révolution de 1789, car c'est à l'abri des médias qu'ils tiennent, qu'ils formatent jour après jour l'opinion et imposent leur politique. Pourquoi croyez-vous que les Français soient aussi avachis, aussi mous, aussi aveugles face à ce plan qui est en train de les détruire? Parce que justement, la presse les manipule, les formate jour après jour. On leur fait peur, ils ont peur. À l'issue de cet exposé, vous pourriez croire que la situation est désespérée, qu'il n'y a plus rien à faire. Or, l'impression qui se dégage des derniers événements est que l'on assiste à une brusque accélération du processus par différents moyens. Alors, la fable du coronavirus, dont il faut tout de même souligner une étrange anomalie. Si l'on y croit les chiffres donnés par Jérôme Salomon, élément clé de la filière juive de la santé en France, donc de la santé des petits Français, cette année, on ne meurt que du Covid-19. La grippe saisonnière, les infarctus, les tumeurs cérébrales, les morts par vieillesse, je ne connais pas la moindre statistique. Il est interdit de mourir d'autre chose que du coronavirus. C'est admirable. Et les Français ne voient pas ça. Alors, bien évidemment, cela explique les menaces répétées envers le professeur Raoult et le professeur Perron de radiation de l'ordre des médecins. Ce sont les méchants, vilains petits canards. Vous avouerez tout de même quel culot a le professeur Raoult de soigner et de guérir sans autorisation du comité scientifique nommé par le pouvoir. Donc aujourd'hui, guérir des patients, alors que c'est le rôle du patient, du médecin, c'est un crime s'il n'a pas l'aval des entités officielles scientifiques. Non mais... Et les gens, les Français, ne voient pas ça, les Français et d'autres peuples. Non, tout de même d'autres peuples qui réagissent un peu plus. On en reparlera peut-être tout à l'heure lors des questions. Ah oui. Et il est évident que son traitement bon marché, puisque vous savez que le traitement coûte 12 €. Vraiment, c'est pas une aubaine pour Big Pharma.
Alors, petite parenthèse, parce que c'est une nouvelle que j'ai apprise pas plus tard qu'hier, je crois, on en a parlé aujourd'hui lors de l'entretien. Vous savez qu'il y a une entité qui s'appelle pompeusement la Société des épidémiologues de langue française a déposé plainte auprès de l'ordre des médecins contre le professeur Raoult parce qu'il n'a pas observé les critères qui que quoi. Alors, on a eu la curiosité tout de même de chercher juste avant notre entretien de ce matin qui composait cette société. Vous avez tous les noms de Big Pharma. Tous les noms de Big Pharma. Vous ne trouvez pas ça joli quand même? Donc, ce sont évidemment ceux qui sont dérangés par le traitement à 2 balles du professeur Raoult qui viennent se plaindre. Monsieur, c'est pas bien, il a trouvé un traitement et nous, on va mourir parce qu'on va pas avoir des bénéfices. Non mais écoutez, mais c'est à hurler. Il y a un des grands patrons qui parle. Il y a un des grands patrons qui tue. On en parlera tout à l'heure. Donc, c'est par des petits trucs comme ça qu'on peut interpeller les gens qui ne veulent pas vous croire. Par exemple, vous vous rappelez la chose que telle association a porté plainte contre le professeur Raoult, et puis vous dites incidemment à la personne que vous essayez de convaincre, vous dites, mais vous savez qui fait partie de cette association? Et vous expliquez. Alors, là encore, ou bien les gens veulent voir, ils finissent par comprendre, ou bien ils se bouchent les yeux et les oreilles. Donc voilà. Donc tout ça, ce sont des armes. Alors l'autre élément aussi qui m'a profondément intrigué, parce que je pense que ça a été une erreur stratégique, ça a été l'attentat de Beyrouth. Alors, j'ai remarqué encore une fois avec quelque ironie le fait que les différents speakers de nos chaînes, quand on parle de chaînes, on ne sait pas si bien dire, télévisées, nous disent que oui, c'est la faute de cet accumulement de nitrate c'était quoi, nitrate de quoi, Diane? D'ammonium. Nitrate d'ammonium qui a explosé. Et comme je l'ai rappelé lors de ma dernière conférence, je ne sais pas si vous étiez là, en tout cas oui, beaucoup de vous étaient là la dernière fois, donc c'était la conférence de juillet. Comme Diane l'a fait remarquer d'ailleurs, c'est un produit qui est utilisé quasiment dans toutes les fermes de France. Donc si c'était un produit dangereux, toutes les fermes de France devraient exploser. Ce n'est pas le cas. Donc ça ne peut exploser que s'il y a un adjuvant. Or, l'incident, ça a commencé par l'incendie de cet entrepôt qui résultait d'une saisie d'un bateau ukrainien etc., trop compliqué à expliquer, a flambé. C'était pour masquer l'explosion qui allait suivre, qui a donné un très curieux petit champignon atomique. Donc Israël a utilisé une bombe tactique nucléaire dans l'espoir de faire peur au Hezbollah et à ses alliés, la Syrie, l'Iran, etc. Mais je crois que c'est une erreur, parce que je crois qu'ils ne connaissent pas très bien la détermination de la Syrie et de l'Iran, qui aujourd'hui commencent à avoir de moins en moins besoin de la Russie pour leur armement. L'Iran notamment fabrique ses propres armes qui deviennent très performantes. Donc même si la Russie, pour des raisons diplomatiques ou autres, ne voulait pas créer de problème avec Israël, Israël n'est pas sorti de l'auberge. Et rappelez-vous, il y a plusieurs mois déjà que je prédis qu'Israël vit ces dernières années. Ça va exploser. Donc je pense que cet attentat à Beyrouth a été la conséquence de la crainte d'Israël, voyant l'évolution de la situation en Syrie où peu à peu
Bachar el-Assad et ses alliés reconquièrent le territoire, de la montée en puissance du Hezbollah, ça va être la fin du rêve du Eretz Israël. Donc vous voyez comment, là encore, tout s'enchaîne, tout peut s'expliquer. Donc, contrairement à ce que certains disent, pas toujours les mêmes d'ailleurs, qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est trop tard, etc., etc., j'estime que la situation est en train de basculer. Elle est en train de basculer non seulement à cause des problèmes, des rapports militaires sur place, sur le terrain, mais aussi et surtout peut-être à cause de la stratégie de dédollarisation de Poutine avec l'aide des Chinois et d'autres pays, parce que de plus en plus de pays, dans leurs transactions, n'utilisent plus le dollar. Et une des dernières nouvelles que j'ai vues, c'est qu'il était prévu que le dollar perde très prochainement un tiers de sa valeur. Un tiers de sa valeur. C'est pas par hasard. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, j'entendais que le Nasdaq et les différents indices américains plongeaient. Donc, c'est ce qu'on appelle scier la branche sur laquelle est assis l'ennemi. C'est ce que Poutine fait depuis quelques années maintenant. Donc, c'est pas du tout terminé cette histoire-là. Il ne faut pas croire que tout est perdu. À mon avis, c'est au contraire le début de la fin de nos ennemis. Et nous avons comme devoir d'y pousser par toutes nos forces. Et alors, je voudrais terminer sur une citation tout de même que je trouve tout à fait à propos. C'est celle d'un homme politique français lors de la dernière guerre mondiale, un nom bien oublié aujourd'hui, que je cite dans mon livre sur De Gaulle d'ailleurs, qui s'appelait Jean-Hérold Paqui, qui était partisan de la révolution nationale du maréchal Pétain, et qui, devant le rôle de l'Angleterre contre les nations continentales européennes et du fait de ses traîtrises, notamment dans l'affaire de Mers el-Kébir, avait dit « Comme Carthage, l'Angleterre doit être détruite ». Alors, bon, c'était un homme qui avait des lettres, incontestablement, parce qu'en fait, il reprenait la formule de Caton l'Ancien qui disait « Delenda Carthago Est ». Non, pardon, Delenda Carthago, parce que l'autre formule Delenda Carthago Est, ça veut dire Carthage a été détruit, ce qui est venu par la suite. Alors aujourd'hui, justement, on pourrait reprendre dans notre propos la citation de Jean-Hérold Paqui pour dire, comme Carthage, l'Amérique sioniste doit être détruite, car, comme l'avouait Joe Biden, l'héritage américain est en fait juif. Et sa destruction mettrait la fin à la paranoïa messianique juive et des guerres qu'elle instigue à cet effet, car morte la bête, comme on dit, comme dit le proverbe, morte la bête, mort le venin, dit le dicton. Et n'oubliez pas ce qu'annonçait Yitzhak Atia, nous sommes bien engagés dans un combat intime entre Israël et les nations qui ne peut être que génocidaire et total. Ce qui veut dire que ce sera eux ou nous. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ou alors, j'ai tellement bien ficelé le sujet qu'il n'y a plus rien comme question à poser. Myriam. Est-ce que vous avez des livres à conseiller sur la bourgeoisie? La bourgeoisie française. Alors, il y a un bouquin, mais je ne me rappelle plus son contenu, que j'ai lu il y a des années, le bouquin de Baudelomeni. C'est le seul qui me vient. Bon, il y a aussi le bouquin de Bernanos, La grande peur des bien-pensants. Voilà, il y a ça aussi.
mais c'est gentil. Je n'en dirai pas plus. Oui. Que pensez-vous du rôle ambigu d'Erdogan dans la géopolitique? Alors, vous pouvez dire ambigu, mais non, c'est fondamentalement, ce n'est pas ambigu. Bon, alors, ambigu, si l'on peut dire, dans le sens qui... rappelez-vous ce que je disais il y a plusieurs mois déjà, que Erdogan allait faire la pute entre la Russie et les États-Unis. Bon. Mais c'est de moins en moins le cas. Erdogan se présente de plus en plus comme un refondateur de l'Empire ottoman. Ah, c'est son obsession. Et rappelez-vous, je crois que c'était dans ma conférence de juillet dernier, j'avais fait la comparaison entre Erdogan et Netanyahou. Erdogan, l'Empire ottoman, et Netanyahou, le Grand Israël, Eretz Israël. D'ailleurs, eux ne s'entendent pas très bien entre eux. Bien que par moments, il y a curieusement certaines collaborations, notamment sur le terrain en Syrie, ce qui est très curieux. Bon, voilà, pour répondre à votre question. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec Stéphane Blay qui défend, pourtant Stéphane Blay a de bonnes analyses, mais là, de là à applaudir à l'action d'Erdogan, je ne suis pas du tout d'accord. Il va semer une pagaille monstre s'il se met à attaquer la Grèce. On n'est pas sorti de l'auberge. Parce que la Turquie fait partie de l'OTAN, la Grèce fait partie de l'OTAN, alors qu'est-ce qu'on fait? Autre question? Je rebondis sur ça, ça aurait le mérite de faire exploser l'OTAN. Je rebondis sur cette dernière phrase que vous avez dite, ça aurait le mérite de faire exploser l'OTAN. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est très intéressant. On comptera les points avec plaisir. J'ai une petite remarque sur Poutine. Donc, Poutine a mis dans la Constitution Dieu. Tout à fait. Alors ça, il faut regarder attentivement ce que c'est ce Dieu. Apparemment, c'est le Dieu des Juifs, je pense. Pourquoi? Et c'est la première loi noachide. Oui, mais là, le problème, c'est que tout le monde se réclame de Dieu. Mais je regrette beaucoup, le reste de la Constitution ne donne pas du tout cette impression. Alors le problème, c'est que si on suit la loi noachide, Jésus-Christ, c'est un blasphème dans ce contexte. Je suis bien d'accord, ça, oui, j'en sais. C'est une provision dangereuse. Mais là, franchement... Alors, écoutez, bon, admettons que votre thèse... Oui, mais attendez, justement, je vais vous répondre. Ouais. Admettons que votre thèse soit juste. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, le monde occidental et les médias trouvent toutes les occasions possibles pour taper à bras raccourcis sur Poutine, dont le dernier en date, le soi-disant empoisonnement de Navalny, monsieur 2% aux élections, qui n'a donc aucune surface médiatique ni électorale en Russie, et que l'Occident, désespérant de pouvoir renverser Poutine, essaye de monter en épingle en le présentant comme martyr. Alors, moi je veux bien qu'il ait été empoisonné, cet homme, mais qui l'a empoisonné? On dit c'est les Russes, c'est Poutine, l'affreux. Mais ça pourrait être les Anglais, ça peut être les Israéliens. Même pour qui a tué Hariri? À qui ça a bénéficié? À Israël, puisque les Syriens ont été obligés de se retirer. Donc vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et quand vous me dites que l'allusion à Dieu de Poutine, ce serait noachide, etc., je vous dis non, ça ne colle pas. Si réellement, comme disent certains, dont un certain Hiller, que Poutine est un élément du mondialisme, alors je trouve que c'est curieux, ils ne sont pas gentils entre eux. Hein. Ça ne colle pas. C'est peut-être comme votre couple, vous parliez, le révolutionnaire et le faux. Ah oui, non. Donc, mais là trop c'est trop, c'est pas possible. Pas la réponse, hein. Trop c'est trop. Non, c'est pas possible.
c'est tôt. Je regrette beaucoup l'action de la Russie de Poutine au Moyen-Orient est totalement contraire aux intérêts d'Israël. C'est la fin de RS Israël. Ça colle pas. Les faits. Chacun peut dire, ah oui, mais non, je crois pas celui-là, il pense certainement ça. C'est un tordu. Quels sont les faits? Moi, je suis un pragmatique. Les faits. Les pieds sur terre. Que fait Poutine? La dédollarisation. Vous croyez que ça fait plaisir à la haute finance juive américaine? C'est leur fin. Qu'est-ce que j'ai dit il y a quelques minutes encore? Que les économistes prévoyaient la chute d'un tiers du dollar. Mais c'est pas par hasard, c'est le résultat de la dédollarisation. Ils veulent mettre une monnaie comme, je ne sais pas le nom, le Zéphyr ou quelque chose comme ça. Oui, on peut toujours inventer tout et n'importe quoi. Il y a eu aussi, il y a eu des rêves abracadabrants. Rappelez-vous, c'était plus ou moins au début du XXe siècle, on avait parlé de l'espéranto pour remplacer les langues de la terre, puis on nous parle toujours de temps en temps d'une hypothétique monnaie mondiale, etc. Mais évidemment, ça travaille dans leur cerveau malade. Mais la réalité, c'est pas ça pour l'instant. Parce qu'on ne peut pas se fier à la Chine, c'est sûr. La Chine, on ne peut pas dire qu'elle soit grande amie avec les États-Unis. C'est un petit peu un jeu du chat et de la souris. Eh bien, leurs intérêts économiques sont totalement contraires. Qui a financé Mao? C'est Rockefeller. Ah oui, mais la Chine de Mao et la Chine d'aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Les capitalistes ont mis plein d'usines en Chine. C'est pas des imbéciles. Donc s'ils ont fait ça, il doit y avoir une raison. Oui, mais alors pourquoi est-ce que la Chine participe à la stratégie de Poutine de dédollarisation? Ça fait pas plaisir aux Américains et surtout à ce qu'il y a derrière l'Amérique sioniste. Ça colle pas. Ça, je suis pas sûr. Ça ne colle pas. Non. Non. Bon, d'autres questions? Monsieur, Non, j'ai pas de question. vous n'avez pas de questions? Les capitaux des joint ventures qui sont faites avec l'Occident sont toujours à 51% détenus par les capitaux chinois. Ils sont pas fous, hein. Ils sont bridés, mais ils sont pas fous. Hein. Apple, ils sont là-bas, contre tout. Apple. Ça, c'est une vraie société. Ouais. Eux, ils n'ont pas de problème en Chine. Enfin, moi, ce que je sais, c'est en tout cas... Danone s'est fait avoir. Monsieur qui est dans le fond, vous n'avez pas une question à poser? Vous êtes à nouveau, je crois. Oui, c'est la première fois que je viens. Vos vidéos, j'ai déjà regardé avant. Là, la conférence, c'est la première fois que je viens. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Voilà, moi, je n'ai pas de questions. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Ediane? Pour revenir en France, avez-vous entendu le discours de Macron pour les 150 ans de la création de la République? Ah oui, excellente question, effectivement. Vous savez que notre très cher président de la République, hier, a fait un discours pour célébrer les 150 ans de la création de la République française. Alors, et qui est-ce qui a signé cette proclamation de la République dite française? Un certain Léon Gambetta. Et qui était Léon Gambetta? Franc-maçon et juif. Mouillé jusqu'au cou dans l'affaire de Panama et toutes les autres jolies petites saloperies de la Troisième République. Avec Clémenceau, s'il vous plaît, avec Clémenceau, rappelons-le. Alors évidemment, curieusement, j'étais surpris de ne pas entendre M. Macron rappeler ce qu'avait été l'affaire Dreyfus, ce qu'avait été l'affaire des fiches, ce qu'avait été la loi d'expropriation de l'Église qu'on a appelée la loi de séparation de l'Église et de l'État, tous les scandales de la République, donc Panama, Stavisky et compagnie. Ah mais c'est curieux, il n'en a pas parlé. Pourtant, ça a été l'occasion, puisque c'est un grand amateur de remise de l'histoire à plat, de mettre les pieds dans le plat.
Merci de la question, Diane. Donc voilà. Et il n'en a pas parlé. Oui? En fait, si j'aurais une question, ça... Allez, parlez plus haut. J'aurais une question. Oui, je vous en prie. Ça concerne Jacques Attali aussi. Ça concerne? Jacques Attali. Oui. Parce que lui, il avait écrit un bouquin récemment. Et dans son bouquin, en fait, il dit que... en fait, il annonce en 2022 qu'il sera président. En fait, il donne des indices. Et il dit en fait que ça serait une écologiste, je sais pas trop quoi, une femme écologiste. Que le prochain président serait une femme. Écologiste. Oui, bien entendu, mais c'est Jacques Attali qui avait annoncé ça. Tout à fait, je sais. Et d'ailleurs, rappelez-vous à l'époque, puisque j'avais réagi à l'époque, j'avais dit, mais ça correspondrait parfaitement au profil de Marion Maréchal Hauck. Mais elle n'est pas écologiste. Là, il a dit qu'elle était écologiste. Quoi? Elle n'est pas écologiste. Oui, elle n'est pas écologiste, oui. Alors, franchement, non, là, pour une fois, sa prédiction, je ne vois pas très bien dans l'immédiat qui ça pourrait être. Mais Marion Maréchal Hauck aurait très bien pu faire l'affaire, parce que sioniste de père, qui était, comme vous le savez, ou vous devez le savoir, membre du Mossad, franc-maçon, donc vraiment tout pour plaire. Je sais pas, on verra. Mais sinon, je le oui. Parce qu'il avait dit que c'était entre deux femmes du public, je crois, et une femme du privé qui travaillait dans le privé après. Franchement, à première vue, je ne vois pas qui ça pourrait être, à part Marion Maréchal. Alors, peut-être qu'ils estiment... À mon avis, elle n'a pas la surface nécessaire pour ça. Même si les médias la poussent en avant, comme ça tente d'ailleurs, je ne vois pas. Je ne vois pas. On verra, peut-être qu'on va nous sortir un petit lapin du chapeau. On verra bien, le lapin ou la lapine. Ils ont bien créé Macron en 3 mois. Voilà. Ils ont bien créé Macron en 3 mois. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais enfin, Macron était tout de même pas tout à fait un inconnu. Il était tout de même, il était un poste important au gouvernement de François Hollande. Il était tout de même ministre des Finances, c'est pas n'importe quoi. Et non, à première vue, je ne vois pas qui ça pourrait être. Je ne vois pas. Peut-être que je suis aveugle, mais je ne vois pas. C'est pas vous. Agnès Buzyn? On verra. Ça a toujours temps de réagir. Si on voit comment commence à nous lancer une nouvelle lessive, il sera temps de réagir. Oui? J'ai l'impression que l'ombre d'Attali, elle plane pas mal sur cette conférence, en fait. Hein. Que quoi? L'ombre d'Attali plane pas mal sur cette conférence. Ah, vous trouvez? Oui. Et si vous me permettez, 2 citations. Ce peuple sera éliminé en vitesse sans besoin de recourir aux armes, mais par le contrôle de sa presse. Nous lui ferons croire qu'il est coupable et il fera le reste. Il a déclaré... Vous me l'envoyez? Oui, je vous l'enverrai. Dans Demain qui gouvernera le monde, aux éditions plurielles. Donc ça recoupait ce que vous disiez sur les médias, en fait. Hein. Mais la dernière, peut-être un peu plus d'espoir. L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et tout qui à fait. décident, Je sais. parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus tout à fait. hiérarchique. Tout à fait. Je crois qu'on l'a cité C'est direct. probablement dans la politique. Non, mais renvoyez-moi les deux. Renvoyez-le, ça m'évitera de faire des recherches. Mais ça, je suis tout à fait d'accord, elles sont importantes aussi. Mais enfin, les deux principales que j'ai données, ça décrit tellement bien le sujet que... Mais... Bon, monsieur? Puisqu'on est aux citations, je suis tombé récemment sur une réflexion qu'on prête au roi Louis-Philippe en 1848, quand la Révolution l'a balayé. Et il a dit ceci que je trouve très profond et qui... j'ai pensé à vous parce que ça me paraît être mon sujet pour une conférence. Il avait dit ceci, et c'est sûr, c'est pas une, je suis absolument certain de cette réflexion. La République a de la chance, elle peut faire tirer sur le peuple. Oui, oui. Si. Je trouve ça très profond. Vous pouvez me l'envoyer aussi? Oui. S'il vous plaît, vous avez nos coordonnées. Hein? D'accord. dit ça. Ouais.
Très juste. J'avais oublié. Très juste. Alors, vous savez qu'on annonce pour le 12 une manifestation des Gilets jaunes. Ah, il va y avoir des. Alors, on va suivre ça avec intérêt, bien entendu. Que va faire la police? Est-ce qu'elle va être aussi gentille que contre les casseurs au soir du match entre le PSG et le Bayern de Munich? On ne dira pas des gilets jaunes, oh, ce sont des sauvageons. On leur tirera dessus. Ça rejoint ce que vous dites. Non, mais s'il vous plaît, envoyez-moi cette citation, c'est intéressant aussi. Et puis, bon, il est évident, je connais beaucoup de ces citations que vous donnez, mais si vous pouvez me les renvoyer et que ça me rafraîchisse la mémoire, ça m'invite de faire des recherches. Alors, pour moi, le temps, c'est pas de l'argent, c'est vital. Bon, on en reste là? Pas d'autres questions? Écoutez, merci encore de votre présence et de votre collaboration. Merci. Et donc j'espère que le mois prochain, il y aura une décision du tribunal administratif de Paris qui fera lever l'interdiction, enfin l'obligation de porter le masque, comme d'autres villes en France maintenant, puisque je crois qu'on en est à 4 ou 5. Dont Lyon, dont Strasbourg, qui était la première, dont... enfin bref, je crois qu'on en est à 4 ou 5. Donc espérons que ça va faire tache d'huile et que ce sera un magnifique bras d'honneur à Macron et à son gouvernement. Il y a une grande manifestation à Berlin. Hein. Tout à fait. Alors justement, là aussi on en a parlé ce matin, c'est Emmanuel, je crois, qui n'a pas pu être là parce qu'il travaillait, est présent à la conférence, qui le rappelait. C'est tout de même curieux que ce sont les Allemands, pourtant réputés bien disciplinés, qui réagissent, alors que les Français, soi-disant rouspétards, Ils sont abrutis. Les bofs. Ouais, voilà. Les gens sont en vacances, quoi. Comment? Les gens sont dans une espèce d'esprit de vacances. Non, c'est pas la vacance. Non, ils sont apeurés, ils ont la trouille. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les croiser sans avoir le masque. Vous croisez quelqu'un sans avoir le masque en rue, il faut voir de travers un regard apeuré, voire haineux. Bon, allez. On lève la séance au nom de l'an prochain à Jérusalem.